sur la définition de féminisme décolonial de Françoise Vergès, qui dit que en fait, le féminisme décolonial, c'est un féminisme qui a pour objectif la destruction du racisme, du capitalisme, de l'impérialisme, et elle oppose ce féminisme à un féminisme civilisationnel qui, lui, entreprend une mission d'imposer, au nom d'une idéologie des droits des femmes, une pensée unique qui contribue à la perpétuation d'une domination de classe, de genre et de race. Donc ça, c'est vraiment sa définition. Et en fait, quand on a parlé aussi en cours beaucoup de féminisme intersectionnel, on a donc vu qu'il était clairement nécessaire maintenant de se rendre compte des luttes de toutes les autres femmes, que ce soit le racisme ou l'appartenance à une religion ou à toute la communauté LGBTQIA, les discriminations de toute forme. Et pourtant, on remarque qu'en France, souvent quand on se définit féministe intersectionnel, on a, j'ai vu que c'est aussi souvent le cas avec vous, une étiquette d'espèce d'islamisme politique qui essaie de sous-jacent, de se mettre dans le discours. Est-ce que ça, c'est typiquement français? Et comment vous réagissez à ça, en fait? Comment on peut répondre Merci pour cette question très très juste. C'est vrai que déjà, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse dire qu'on est contre l'intersectionnalité. C'est-à-dire que c'est tellement... je ne vois pas comment on peut être contre quelque chose qui tient compte des discriminations de toutes les femmes. Donc déjà, politiquement et idéologiquement, c'est très curieux de voir qu'en France, finalement, cette option contre l'intersectionnalité a pris. Finalement, ça marche très bien et les gens acceptent l'idée que l'intersectionnalité, ça peut être mal. Et l'autre chose, quand Françoise Vergès parle de féminisme civilisationnel, elle fait aussi écho au fait que... on parle de féminisme et en fait il y a des femmes qui se présentent comme des féministes universalistes. Et cette revendication de l'universalisme, c'est encore une fois une revendication de supériorité parce qu'en fait on ne peut pas s'auto-proclamer universaliste et prétendre que les autres ne le sont pas alors qu'en réalité on parle depuis un point du monde qui est situé, depuis un pays qui compose moins de 1% de la population mondiale avec son histoire mais qui n'a absolument pas la possibilité et la vocation de couvrir toutes les problématiques de toutes les femmes. Donc il y a quelque chose de très arrogant et de très colonial dans la posture d'universalisme qui est revendiquée et qui va finalement dire des autres féministes qu'elles sont communautaristes, qu'elles sont islamo-gauchistes, qu'elles sont contre la République, alors que le projet d'universalisme, c'est justement d'inclure et qu'il n'y a pas plus universaliste que l'intersectionnalité. Donc ça, c'est une vraie question et pour moi, il y a vraiment un débat sémantique qui est celui de ne pas laisser cette revendication d'universalisme aux gens qui prétendent l'être. Je pense que, en tout cas moi c'est mon opinion, on peut en débattre, mais je pense qu'il ne faut pas céder là-dessus et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut revendiquer comme n'appartenant pas à un camp. C'est pas le bien d'un camp et il n'y a pas un camp qui a cet universalisme-là parce que l'universalisme en fait, selon moi, est inhérent à la condition humaine. Et donc pour répondre à votre question, c'est très juste de rappeler que derrière ce projet, derrière un certain projet féministe, il peut y avoir un projet colonial. Il peut y avoir un projet finalement qui va renforcer la domination d'une population sur une autre. Il faut rappeler quand même que historiquement, on a pu voir dans les mouvements féministes américains, par exemple, que des femmes féministes blanches reprochaient à leur gouvernement d'accorder le droit de vote aux hommes noirs et pas à elles. Donc c'est quelque chose aussi qui peut se jouer en antinomie et qui a pu se jouer par le passé et qui a pu s'opérer justement au détriment de personnes qui étaient... Enfin, c'est-à-dire qu'on a pu utiliser le féminisme à des fins racistes et c'est quelque chose qu'il faut vraiment déconstruire. Merci. Au cours de nos recherches, comme je disais, on avait essayé d'analyser les outils du féminisme islamique, pas musulman, mais vraiment qui se basent donc sur le Coran et sur l'ensemble des textes, des hadiths, etc., pour essayer d'imaginer un féminisme universel. Et est-ce que vous pensez que l'intersectionnalité, c'est l'outil pour... quand on dit universel, ce serait de mettre toutes les féministes, en gros, de permettre à chacune de mieux comprendre les luttes de l'autre, de laisser parler la concernée quand il s'agit d'elle, tout en faisant l'effort de la comprendre sans prendre sa place de parole. Et on se demandait en fait, finalement, est-ce que c'est une utopie d'avoir un féminisme universel ou est-ce que c'est possible d'arriver à cet idéal ?
C'est un idéal, c'est sûr. Après, je pense qu'on peut y arriver. Et je pense que justement, toutes les cultures ont ce potentiel universaliste, mais qu'il faut en fait se rappeler que beaucoup de ce qui nous... Une grande partie en fait, de ce à quoi nous sommes exposés culturellement a été façonné par le patriarcat. Et donc le résultat des idéologies, des cultures, des religions telles que nous les observons aujourd'hui, c'est des décennies, des siècles, des millénaires de lecture patriarcale qui finalement n'ont pas permis aux femmes et aux personnes en fait, qui ne s'identifient à aucun genre de s'inscrire en fait dans une forme d'universalisme. Donc je pense que c'est intéressant justement de décentrer le regard et d'utiliser un espace culturel ou un espace religieux pour montrer qu'en fait il y a un potentiel universaliste à partir d'un point de vue qui serait promu justement par des personnes qui n'ont pas eu voix au chapitre. Merci. J'ai encore une question parce que j'avais vu dans une interview avec les Inrocks, j'avais noté un passage qui m'avait vraiment interpellée. C'est quand vous parlez du fait qu'en fait c'est presque plus facile parfois d'être une femme noire dans l'espace public qu'un homme, parce que il y a toujours cette histoire dont on parlait de la femme noire exotique, belle à montrer. Et du coup, je me demande en fait la place des hommes noirs, surtout dans le féminisme noir. Elle en est où en ce moment? Comment les inclure peut-être plus à cette mouvance? Est-ce que on doit en attendre plus d'eux, plus des mouvances féministes? Comment les intégrer plus? Parce qu'ils sont aussi très discriminantes en comme noirs finalement. C'est une question très intéressante parce qu'en fait, les hommes noirs, comme les hommes d'origine nord-africaine qui ne sont pas noirs, sont surexposés aux violences policières. Et donc, effectivement, ce sont des personnes qui vont subir au premier chef la violence d'État. Et ce qu'on a pu observer ces dernières années, c'est que ces hommes ont été surexposés à la violence. Et ce sont souvent des femmes qui vont prendre la suite de la brutalité à laquelle ils ont été exposés pour finalement demander la justice. Donc, des sœurs comme Assa Traoré, comme Amal Bentounsi, comme Ramata Dieng, ou des filles comme la fille de Chaouia Ouliou, ou des épouses comme l'épouse d'Amadou Koumé, donc ou la fille de Ali Ziri par exemple. Et donc ce sont des femmes finalement qui elles ne sont pas directement visées, qui vont aller dans l'espace public et qui vont mener des revendications, des collectifs, etc. Et c'est vrai que du fait de notre histoire, il y a un préjugé de dangerosité extrêmement fort qui pèse sur les hommes noirs et toujours une forme de fascination exotique pour les femmes noires et pour les femmes non blanches de manière générale. Et donc, effectivement, ce qu'on peut ressentir quand on est dans l'espace public comme moi, c'est qu'on est davantage bienvenu qu'on l'aurait été si on était un homme noir, parce qu'il y a toujours cette crispation autour des masculinités non blanches et des masculinités noires en particulier, qui fait qu'on ne sait pas forcément comment gérer. Et puis après, il y a la réalité d'une obligation, qui est l'obligation paritaire, qui est de plus en plus forte en politique et dans les médias, où effectivement, on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que quand on va essayer de diversifier les plateaux de télévision ou les gouvernements, on va choisir des femmes non blanches, parce que ça permet de cocher deux cases, tout simplement. Il y a quelque chose de très pratique. Et d'ailleurs, on peut voir que en politique, ces dernières années, la plupart des personnes non blanches qui ont émergé, qui ont eu des postes ministériels, étaient des femmes, en très très grande majorité. Au début, c'était quasiment que des femmes. Puis depuis quelques années, il y a quelques hommes, mais ça reste quand même extrêmement marginal. Dans, en tout cas, les nominations. Parmi les députés, c'est peut-être plus équilibré parce qu'ils sont élus, mais dans les nominations, il y a vraiment des choix qui sont très très clairs d'aller vers des femmes non blanches pour justement garantir, Pape Dia, et en fait c'est une exception mais très très récente, c'est absolument récent. Donc la difficulté, c'est qu'à la fois il faut en tant que féministe tenir compte du fait qu'il y a une violence raciale extrêmement importante qui est orientée sur les corps des hommes non blancs, et en même temps rappeler que dans les espaces non blancs il y a aussi des violences patriarcales qui peuvent cibler les femmes. Et donc il ne faut pas sacrifier en fait devant le racisme. Il faut pas sacrifier la lutte féministe pour le racisme. Et c'est un vrai mouvement d'équilibre, parce qu'à la fois il faut dénoncer le patriarcat, le sexisme quand il provient d'hommes non blancs, mais on sait que ça peut prêter le flanc à des préjugés racistes qui laissent entendre que eux seraient plus sexistes que les autres. Et donc c'est un vrai jeu d'équilibre et un jeu, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas c'est un vrai mouvement d'équilibre qui à la fois consiste à être intransigeante sur les violences sexistes d'où qu'elles viennent, et en même temps à reconnaître
que certains hommes vont être davantage ciblés par le racisme, y compris dans la reconnaissance de leur sexisme. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus facilement reconnaître le sexisme d'un homme non blanc que d'un homme blanc. Et effectivement, la sanction va être beaucoup plus facile à être prononcée. Donc c'est une très grande complexité et ça implique effectivement le fait que finalement, ça va être beaucoup les femmes non blanches qui vont être aux avant-postes pour la lutte contre les violences policières, alors qu'elles-mêmes sont beaucoup moins victimes de violences policières que les hommes. 90% des violences policières s'exercent sur des hommes. Donc c'est très très compliqué, c'est une question très complexe et on est toujours en train de naviguer où à la fois, je sais que certaines femmes disent nous on décide de protéger les hommes à tout prix. Oui. Et moi, je dis non, il faut qu'on se protège aussi des hommes. On ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a des violences intracommunautaires. Les questions comme les questions des mariages forcés, les questions de l'excision sont des questions qui existent, même si elles ont été instrumentalisées par le féminisme blanc. On sait qu'il y a des femmes qui sont victimes de ça. Et donc, comment faire en sorte que ces questions ne soient pas appréhendées sous un angle raciste ou condescendant, c'est toujours vraiment une réflexion qui doit toujours être dynamique. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'ai une dernière question après, je vous laisse la parole. En fait, je voulais juste revenir sur la polémique du burkini, parce que là encore, avec Grenoble, etc. Ouais. Et bon, moi, ça me concerne, comme on en parlait un peu dans la voiture, je lui disais que je trouve c'est un peu absurde que je peux pas aller en fait à la piscine à Sarreguemines, mais je peux aller à Klein-Biedersdorf. Enfin, c'est toujours bizarre en fait pour moi. Après, pour moi, c'est normal maintenant parce que je suis habituée à passer la frontière 2-3 fois par jour. Mais c'est vrai que je me dis, en fait, si j'habitais à 50 km, je pourrais pas y aller. Et en fait, on se demandait, là, je pense, les étudiants et étudiantes, ils vont un peu rigoler parce que je vais reparler de nous toutes encore une fois. Mais en fait, je me demandais, là, je remarque, par exemple, nous toutes, c'est un collectif contre les violences sexistes et... je dirais qu'il est intersectionnel, maintenant en tout cas. Et je remarque qu'ils font en tout cas de plus en plus d'efforts pour intégrer déjà visuellement des femmes handicapées, voilées, noires, même voilà, de toutes les minorités possibles. Et j'ai été agréablement surprise parce qu'une fois, ils sont venus me demander en fait de participer à un post sur le burkini en France. Et là, je me suis dit, c'est bien parce que pour une fois, on peut en parler en tant que femme concernée. Et je me demande en fait, cette exception française, est-ce que vous pensez quand même que le féminisme français, là, il avance sur ça ? Enfin, on peut dire qu'il y a quand même une amélioration au niveau des cercles féministes français, même si au niveau... de la vie quotidienne, ça avance pas vraiment. Mais au niveau des cercles féministes, est-ce que vous diriez ça ? Oui, je pense qu'il y a vraiment un changement à la fois générationnel et aussi dans le féminisme. C'est-à-dire que dans le renouvellement du féminisme des années 2010, je trouve, pour moi, moi j'ai commencé à prendre la parole sur le sujet il y a à peu près 10-12 ans. Et c'est vrai que là où j'avais l'impression d'être très isolée à l'époque, aujourd'hui je ressens quand même qu'il y a plus d'écoute. Et surtout dans les mouvements féministes, il y a vraiment une parole qui est beaucoup plus... en empathie avec les femmes musulmanes qui portent le foulard, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, et qu'il y a vraiment une fracture vraiment générationnelle qui est assez forte parce qu'on voit que chez les jeunes femmes, l'idée du corps, de la liberté de disposer de son corps est beaucoup plus importante et qu'on l'associe de manière beaucoup plus large. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y avait la secrétaire d'État à la jeunesse l'année dernière, il y a 2 ans, avait rencontré des jeunes, des lycéens, qui, dans une discussion, et beaucoup de jeunes en fait associent la laïcité à l'interdiction du foulard. Et donc la rejettent. Et donc les jeunes disaient non mais la laïcité en fait c'est pas juste. Et la ministre avait été super choquée parce qu'elle avait l'impression qu'en fait les jeunes rejetaient la République. Mais en fait, on associe tellement la laïcité avec l'interdiction que finalement les jeunes ne la comprennent même plus comme elle est, mais ont l'impression que c'est un principe qui est excluant et qu'il faut le redéfinir. Alors que si on se fonde sur la loi telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est énoncée, et sur les textes de protection des droits humains, en fait, on a la matière pour permettre à chacun et à chacune. Et c'est vrai que c'est une exception française. Parce que honnêtement, moi, je ne vois aucun pays qui est autant focalisé sur le port du foulard. Et c'est intéressant de revenir sur en tout cas d'observer ce que je vous disais tout à l'heure sur la France et ses outre-mer, parce qu'il y a des territoires où en fait c'est pas du tout une question. C'est-à-dire qu'à La Réunion, par exemple, il y a une minorité musulmane assez importante.
Je veux dire, ils ont même eu du mal en fait à appliquer la loi de 2005 sur le foulard parce que il y avait toujours eu des filles avec des foulards dans les écoles. Donc, c'est souvent des profs en fait qui venaient de la métropole, en fait, de l'Hexagone, qui faisaient appliquer cette loi parce que là-bas, ils ne comprenaient pas vraiment trop le propos, quoi. Et à Mayotte, c'est très intéressant parce que Mayotte, c'est un territoire donc, qui est aussi dans l'océan Indien, un département français qui est à côté des Comores, enfin, qui fait partie des Comores d'ailleurs. Qui est à 95% composé de personnes musulmanes. Et là-bas, il y a énormément de femmes qui portent le foulard. Et d'ailleurs, c'est un territoire qui, pour plein de raisons, est un territoire très très sensible aux idées du Rassemblement national, donc très très porté sur 40% de vote Rassemblement national dès le premier tour, parce qu'il y a des questions de xénophobie par rapport aux Comoriens, c'est très complexe. Mais bon, Marine Le Pen, c'est qu'elle est très appréciée là-bas. Et donc quand elle va là-bas, elle dit non, mais ici, le voile, c'est pas un problème. Et elle l'a dit vraiment comme ça. Elle dit c'est pas pareil ici. Et donc c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'elle sait qu'elle a un électorat de personnes qui ne pourront pas accepter qu'on leur interdise de porter le foulard. Donc dans sa communication nationale, elle dit qu'elle veut l'interdire, mais localement à Mayotte, et vous pouvez retrouver la déclaration, elle dit que ce n'est pas un problème. Et donc c'est intéressant de voir aussi qu'il y a quand même beaucoup d'instrumentalisation d'un problème qui n'en est pas un. Et les politiques savent aussi que c'est le vecteur de beaucoup de crispation dans l'électorat français et que d'en parler finalement, ça alimente de l'adhésion. Et qu'ils savent aussi l'utiliser à l'endroit où c'est productif politiquement, où ça peut rapporter des voix. Et donc, je crois effectivement qu'il y a une exception française quand même assez particulière. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je laisse la parole d'abord à mes étudiants et étudiantes, si ça vous va, parce que c'était surtout pensé au début pour eux. Donc, je voulais un peu vous laisser la parole. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez avant de passer ensuite au public. Est-ce que vous avez peut-être des réflexions sur ce qu'on a vu en cours? Voilà, je vous laisse le flow. Même en allemand, on peut traduire. Hein. Y a pas... Vas-y. Madame Diallo, vous avez évoqué à juste titre donc Assad Traoré et Ahmad Ben Founsi comme les figures du combat contre les violences policières qui touchent dans la grande majorité des hommes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'équivalent en figure masculine pour les combats féministes? Les grandes figures du féminisme sont exclusivement des femmes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cet équivalent? Parce que je pense que chez les femmes qui se sont mobilisées, que vous avez cité Amal Bentounsi, Assa Traoré et puis bien d'autres, je pense que la sensation en tout cas la conviction qu'elles ont à perdre avec les violences policières est malheureusement intervenue très brutalement et douloureusement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont perdu leurs proches. Elles ont perdu des frères, des époux, des pères. Et donc, la sensation de perte est telle que la mobilisation fait sens. Et je crois que pour beaucoup d'hommes, l'idée qu'ils perdent quelque chose à cause du sexisme ne va pas forcément de soi. Et donc, je pense qu'il y a peut-être moins d'entrain à aller s'exprimer sur des questions comme celle-là. Et ce n'est pas seulement les hommes non blancs. De manière générale, le combat féministe est largement pris en charge par des femmes ou par des personnes trans, non-binaires, etc. Mais de manière générale, c'est parce que je crois que la population, enfin qu'à l'intégralité de la population, ne se rend pas compte du fait qu'elle perd en fait. Dans le patriarcat, en fait, tout le monde perd. Malgré tout, on perd, soit on perd en sensibilité, en humanité, en ouverture à l'autre, mais aussi on perd parce qu'on n'a pas le droit d'exprimer certaines émotions en tant qu'homme cisgenre, etc., etc. Voilà. Tatiana, j'ai cru que tu avais levé la main. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'être venue ici. Ça a parfaitement complété notre séminaire, donc c'était vraiment très bien. Et du coup, j'ai une question, comme vous êtes venu ici, est-ce que vous intervenez souvent à l'étranger, et en particulier dans des pays non francophones? Merci pour votre question. Oui, j'interviens quand même pas mal à l'étranger, alors beaucoup aux États-Unis. Mais sinon, alors beaucoup c'est vrai en Europe, dans les pays francophones comme la Suisse ou la Belgique, ça a quand même assez. D'ailleurs, j'étais avec Assa Traoré il y a 3 semaines à Bruxelles pour une soirée de rencontre. Et c'est marrant parce qu'on se connaît je la connais depuis le début de ses engagements, mais on ne s'était jamais retrouvés sur une plateforme commune à discuter ensemble devant un public. Et finalement, ça s'est produit à Bruxelles.
Mais dans les espaces non francophones, à part les États-Unis, si quand même ici en Allemagne, j'ai pas mal, alors beaucoup à distance ces dernières années à cause tout simplement de la pandémie, mais oui, beaucoup sur les questions de féminisme. En fait, dans les zones non francophones, c'est beaucoup lié au féminisme, en Espagne, ici, où je réfléchis, mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses ici, de manière assez régulière. Mais en dehors des États-Unis, Canada, si un petit peu quand même Amérique latine, donc Brésil, Colombie dernièrement, ou des choses comme ça, mais enfin des pays comme ça, ou un peu en Argentine. Mais quand même, globalement, à part les États-Unis, c'est beaucoup d'espaces francophones. Est-ce que je peux répéter? Oui, bien sûr. Du coup, est-ce que c'est différent quand tu as en France est-ce qu'il y a une différence dans la réception, par exemple? Oui, alors après, ce qui est certain, c'est que quand on vous invite à parler, c'est qu'on a envie de vous entendre. Donc forcément, la réception est de manière générale, évidemment, très accueillante parce que les gens vous sollicitent en sachant ce que vous allez dire. Et après, c'est vrai que pour revenir à la France, que j'ai tendance à dire que nul n'est prophète en son pays. Et en France, la réception est extrêmement brutale. C'est vraiment... en fait, il y a un déni quand même très très profond de l'existence même de la question raciale. C'est-à-dire que vraiment, on est toujours dans l'idée que oui, mais quand même, les États-Unis, c'est pire, c'est différent, c'est pas la même chose. Et je dis en France, ça dépend des endroits. Parce que quand je vais dans les Outre-mer, quand je vais en Guadeloupe, quand je vais en Guyane ou à La Réunion, les gens comprennent de quoi je parle. Mais quand on est en France hexagonale, et notamment parce que quand tu es invité dans des espaces, les gens sont prêts à m'entendre, mais dans les espaces médiatiques, c'est d'une très grande brutalité. C'est vraiment... déjà, il y a une vraie solitude en réalité, parce que je sais que je ne suis pas la seule à penser ce que je pense et à dire ce que je dis, mais les espaces sont tellement fermés que finalement très peu de personnes qui partagent mes convictions ont accès à ces espaces-là. Donc il m'arrive très souvent d'être très seule en fait dans les espaces où je m'exprime médiatiques, et c'est vrai que les retours... c'est très compliqué. C'est beaucoup moins compliqué aujourd'hui qu'il y a quelques années. J'ai l'impression qu'on comprend mieux ce que je dis, mais justement parce qu'il y a un renouvellement dans le féminisme et une compréhension. Et puis il y a un surgissement des questions de manière plus complexe. Et puis l'air de rien, la question des violences policières, elle est venue dans l'espace public avec les Gilets jaunes. Donc elle est quand même venue pas par la question raciale, mais par la question d'une brutalité qui était indéniable. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'était impossible de nier le caractère disproportionné et parfois gratuit de violences qui ont été documentées. Donc au moment de Black Lives Matter, il y avait quand même un précédent qui a permis d'en parler et de parler du caractère raciste de ces violences. Mais malgré tout, on est quand même dans un refus de parler de violences policières, de parler du fait que certaines populations sont plus ciblées que d'autres. Et donc ça reste quand même assez compliqué, même si je trouve que quand même par rapport à il y a 7 ans, 8 ans, c'est quand même assez différent. Oui. Oui, effectivement, merci beaucoup d'être venu ici pour nous raconter tout ça. Et j'avais une question par rapport au débat que vous avez eu avec M. Zemmour. C'était juste pour savoir un petit peu le background, est-ce que vous saviez que vous alliez débattre avec lui ou pas, si vous avez accepté, pourquoi, qu'est-ce que ça a pu peut-être vous apporter, est-ce que ça a changé quelque chose, est-ce que vous avez fait un avant et un après, est-ce que vous avez été choqué par certaines réactions du public, ou etc. Enfin, voilà. Alors oui, merci pour la question. Alors c'est très intéressant parce que j'ai débattu avec Zemmour il y a très longtemps. En fait, le premier débat que j'ai fait avec Zemmour, c'était ma première télé. C'était en 2008. Ah, c'était après 2008. Donc ça fait hyper longtemps. Et donc je savais, en fait c'était intéressant parce que je savais en fait, honnêtement, moi, Zemmour, ça faisait super longtemps que je regardais beaucoup les chaînes info. Et moi, quand il a écrit Le Premier Sexe, je crois que c'était en 2004 ou 2006, donc c'était évident qu'il était sexiste. Mais moi, j'avais repéré le côté raciste parce qu'il commentait les révoltes de 2005 en banlieue de manière super raciste pour moi. Et donc moi, quand je suis allée sur le plateau, je savais très bien face à quelle personne j'étais parce que je l'avais identifié comme quelqu'un de très réactionnaire. Pour autant... Donc c'est vrai que dans les questions, en fait, c'était intéressant parce que c'était un débat sur le métissage. Et en fait, ce qui m'avait frappée, c'est que donc moi je posais beaucoup de questions pour comprendre ce qu'il disait parce qu'il n'arrêtait pas de dire on fait la promotion du mélange des races. Et je lui disais mais c'est quoi les races en fait? Enfin, je comprends ce que veut dire la race au sens
sociologique, mais le mélange des races, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je lui ai posé plusieurs questions, il a fini par me dire oui, mais les races, ça se voit. Je lui dis ah bon, ça se voit à quoi? Il dit bah, à la couleur de peau. Je fais ah bon, donc ma couleur de peau fait de moi une personne qui appartient à une race différente de la vôtre. Oui, j'appartiens à la race blanche et vous appartenez à la race noire. Et ce moment-là a fait scandale. À l'époque, ça a fait une énorme polémique. Donc moi, évidemment, ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que je me suis retrouvée dans une controverse extrêmement importante qui a duré plusieurs semaines et qui a contraint quand même Éric Zemmour à venir s'expliquer. Et la deuxième fois qu'on a débattu, 2 ans plus tard, c'était en 2010. Je pense que je l'ai beaucoup agacé. Et là, je savais que j'étais face à lui et c'était un peu le match retour parce que on ne s'était pas revus depuis l'époque. Et là, c'est pareil, en fait. C'était le jour où il a dit la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Et là, il a été condamné par la justice. Enfin, il a été attaqué et condamné. Donc moi, c'est pareil. Je me suis retrouvée dans une hyper visibilité après ce débat. Mais c'est pour ça que, en même temps, ça fait pas très longtemps que Éric Zemmour est perçu, en tout cas, qu'on commande ses propos comme ceux de quelqu'un de raciste. Donc, je suis très agacée par les débats très récents de personnes qui sont indignées par les propos de Zemmour parce qu'en réalité, en 2010, il a tenu des propos racistes et il a été condamné en 2011. Il était sur le service public, il a été maintenu sur le service public malgré ses propos. Et c'est vrai que de voir des personnes faire mine de le découvrir 8 ans plus tard, quand par exemple il a eu la polémique avec Absatoussi où il parlait de son prénom, moi, il m'en parlait en 2010. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien, c'est moi qui suis allée le chercher sur ce terrain-là parce qu'il avait écrit une tribune sur le prénom de Zora Dati, la petite fille de Rachida Dati qui venait de naître, en disant que c'était scandaleux qu'une ministre de la République ose prénommer son enfant Zora. Donc moi, je l'avais interpellé dessus et sur mon propre prénom. Donc déjà en 2010. Donc qu'en 2008, tout le monde fasse... comme si tout d'un coup on découvrait que c'était quelqu'un de raciste alors que c'était quand même avéré depuis longtemps, ça m'avait un petit peu agacée. Donc c'est pour ça qu'après par la suite j'ai plus voulu débattre avec lui parce que je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt et que et puis même de participer au débat sur ses propos parce que je trouvais que c'est comme s'il donnait le là de ce qui faisait débat. Moi j'ai absolument aucune intention de débattre de mon prénom. C'est-à-dire que c'est pas Éric Zemmour qui décide un jour, en se levant le matin, que mon prénom n'est pas républicain ou n'est pas français. Et je trouve que, de certaine manière, commencer à débattre des prénoms, c'est lui donner du crédit et c'est donner le sentiment qu'il a du pouvoir sur la manière dont on se sent par rapport à nos identités. Donc c'est vrai qu'après ce débat-là, moi je n'ai plus jamais débattu avec lui. Je sais qu'il a plusieurs fois parlé de moi dans des débats, dans des discussions, qu'il m'a inventé des vies. Mais je sais qu'il parle de moi dans son dernier livre, mais honnêtement, ouais, ça m'est arrivé de citer des choses, mais voilà. Mais effectivement, ces 2 débats, je pense qu'ils ont vraiment eu un impact super important sur ma visibilité publique. Oui. Merci. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Même pas seulement des études. Oui, Anne-Christine? Oui, pardon, du public aussi, oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la représentation des personnages noirs au cinéma. Et est-ce que vous avez l'impression que ça s'est amélioré ou c'est en train de s'améliorer? Et qu'est-ce que vous souhaitez peut-être aussi du cinéma, ou même pas seulement du cinéma, mais aussi de la littérature, peut-être même aussi de jeunesse, pour les jeunes qui sont représentés ou justement pas représentés? Oui, évidemment, ça change. Il y a un événement qui a vraiment transformé, en tout cas qui a eu un impact assez fort sur la représentation dans le cinéma français, c'est le César qui a été attribué à Omar Sy en 2012. Et ça, vraiment, ça a provoqué un changement dans les productions, dans le sens où on a compris, à la fois le succès du film, qui est un des films qui a eu le plus gros succès au box-office français, et puis le fait qu'il ait eu un César, ça a contribué à défier cette idée qui disait oui, les Noirs au cinéma, ça marche pas. Ça marche pas, etc. Ça ne marche jamais. Donc, il y a quand même eu plusieurs films qui ont été produits après ça. Il y a eu les films de Lucien Jean-Baptiste, Il a déjà tes yeux. Il y a eu L'Ascension, le film avec Ahmed Silla, qui a été produit par d'ailleurs une productrice qui est une femme noire qui s'appelle Laurence Lascari. Donc, il y a eu quand même un changement. Le succès du film de Jean-Pascal Zadi, Tout simplement noir, en 2020, qui est un succès complètement inattendu, ça a été vraiment une vraie transformation. Il y a le cinéma de Maïmouna Doucouré, avec des films comme Maman, qui est un court-métrage, ou Mignonne, donc qui contribue à effectivement la visibilité. Et Fatia Youssouf, qui joue le premier rôle dans Mignonne, a eu un César du meilleur espoir l'année dernière. Donc il y a quelque chose qui bouge. Le travail d'Aïssa Maïga a fait évoluer les représentations.
mais ça reste quand même assez timide et je crois que les plateformes vont jouer un rôle important. Par exemple, le fait que Disney+ ait produit cette série qui s'appelle Ousekin, qui raconte l'histoire d'un crime policier qui a eu lieu en 1986. Donc c'est la mort de Malik Ousekine en 1986 pendant les manifestations étudiantes contre la loi de Vaquet. Et parmi les scénaristes, il y a Faiza Gen, qui est romancière, qui est autrice et qui aussi contribue justement à ce renouvellement. Faiza Gen, elle est d'origine algérienne. Et donc elle contribue à ce renouvellement des visages de fiction en fait, et des histoires et des récits. Mais donc ça évolue, mais ça reste quand même assez lent. C'est vrai que quand on regarde la fiction britannique ou américaine, on est loin, on est très très loin en France et c'est toujours saupoudré. Et c'est vrai que je trouve qu'il manque vraiment des récits sur des familles non blanches, mais qui soient un peu fluides, quoi, où le sujet n'est pas forcément le racisme, où ça peut être des familles qui vont avoir des vécus avec des problèmes quelconques, des problèmes du quotidien, ou pas des problèmes d'ailleurs, ça peut être des comédies romantiques, mais je trouve que ça manque. Et quand il y a des comédies romantiques, c'est pas toujours très réaliste en fait. On voit que voilà, il y a cette série par exemple Netflix qui s'appelle Drôle, qui d'ailleurs la deuxième saison n'a pas été renouvelée. C'était une série sur le stand-up en fait, sur sur des humoristes. Et voilà, c'était bien parce qu'il y avait un homme asiatique, un homme d'origine nord-africaine, une femme noire, etc., etc. Et finalement, c'est bien sur l'image, mais quand on regarde, en fait, on s'y retrouve pas. C'est-à-dire que c'est comme si, moi, j'avais l'impression que c'était des scénaristes blancs qui avaient lu le parfait manuel de l'antiraciste. Donc tout était bien, donc il y avait pas de... C'était pas raciste, mais c'était pas réaliste. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, une fille qui s'appelle Aïssatou, si ses parents ont décidé de l'appeler Aïssatou, j'imagine qu'il y a une raison culturelle et que cette culture, elle doit exister quelque part. Enfin, c'est pas... Je sais pas, je trouve que c'est bizarre, en fait, que finalement, il n'y ait aucune trace de rien de leur culture d'origine. Alors, c'est bien, parce que je pense que c'est bien, on se dit, les parents n'ont pas d'accent, ils font du vélo, ils boivent du vin, donc c'est super. Mais en même temps, on se dit, c'est trop... En fait, c'est trop. C'est trop. Enfin, finalement, si elle était blanche, ça aurait été la même... Enfin, voilà. Et il y a une séquence dans cette série où en fait on a donc cette jeune femme qui s'appelle Aïssatou, qui est humoriste, qui va dans un magasin de luxe récupérer des vêtements qu'on lui prête avec sa sœur qui est noire aussi, et donc elles sont sur un banc parisien avec leur sac de luxe, et donc elles subissent un contrôle de police. Et je me dis, mais en fait, les femmes ne sont pas contrôlées par la police. Moi, j'ai jamais été contrôlée de ma vie. Donc, il y avait la volonté de parler d'une réalité, qui est le contrôle au faciès, mais c'était mal fait, en fait. Et du coup, je me dis, mais s'il y avait une femme noire dans les scénaristes, elles auraient dit, mais ça ne nous arrive pas, en fait. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est contrôlé. Surtout pas avec des sacs de luxe, parce que l'imaginaire connaît les femmes noires qui vont chez Louis Vuitton. Enfin, c'est pas quelque chose qui est invraisemblable. Et donc, les flics vont pas contrôler des femmes parce qu'elles ont un sac Dior ou... Donc, c'était ça, c'est qu'il y avait la volonté de bien faire, mais il manquait les bonnes personnes pour raconter les choses. Et donc, c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, le challenge, c'est pas seulement la visibilité, c'est qui raconte. Quand est-ce qu'il y aura des scénaristes, quand est-ce qu'il y aura des producteurs, des productrices qui vont être à même de raconter ces histoires-là, asiatiques, nord-africains, noirs, voilà, et musulmans, musulmanes. Je regardais il y a pas longtemps... Vous savez, la série Disney, la série Marvel, la nouvelle Miss Marvel, je ne sais pas si vous avez suivi, qui s'appelle Kamala Khan, et c'est hyper bien, en fait. Moi, j'avais lu la BD, et donc dans la série, ils ont ajouté des choses et tout, mais tous les détails, en fait, qui sont associés à son héritage culturel, montrent quand même qu'il y a des personnes concernées qui ont été à l'œuvre dans le scénario. Et je trouve qu'en France, c'est ce qui manque un petit peu, c'est qu'on fait l'effort de la représentation sur les plateformes, mais qu'on n'implique pas nécessairement des personnes qui vont produire un récit vraisemblable. Et ça, c'est la prochaine étape, à mon avis. Ça m'a fait penser, juste très rapidement, on avait parlé de la série Netflix Elite. Ouais, et au premier épisode, j'étais tellement contente d'avoir vu une femme voilée, Nadia. J'étais trop contente. Je me suis dit, c'est trop bien sur Netflix. Et un épisode plus tard, déjà, elle commence à l'enlever en boîte, elle le met enlever. Et finalement, elle part aux États-Unis. Son père était très, très strict. Et elle est partie en se battant contre... Enfin, c'était vraiment... Voilà. Et finalement, elle l'enlève aux États-Unis. Et j'étais tellement déçue. Mon excitation, elle est tout de suite redescendue parce que je me suis dit, en fait, elle aurait pu même partir aux États-Unis avec son voile, quoi. Enfin, ou même, je sais pas. Enfin, je pense qu'il n'y avait aucune femme voilée dans les scénaristes. Ça m'a fait penser à ça. Et est-ce qu'on a bien sûr des questions aussi, pas seulement du public en général. Est-ce que... Oui, Nicole.
Oui, donc, merci pour cette très belle présentation. Donc, j'ai appris énormément de choses. En fait, j'ai peut-être 2 ou 3 questions, peut-être plutôt 2 et on verra. Donc, j'ai commencé à lire donc votre livre, La France, tu l'aimes ou tu la fermes. Et il y a ce chapitre sur des articles que vous avez écrits donc, sur les États-Unis. Donc, il y a quelques problèmes au sujet. Donc, je pense donc il y a une comparabilité donc, par rapport à la France. Donc, on pense à la violence policière, la représentation médiatique. Et puis, je me demande quand même, donc selon vous, donc, quelles sont les différences, qu'il faut donc absolument contextualiser donc, selon les États-Unis et la France. Je crois que, merci beaucoup déjà d'avoir commencé à lire le livre et pour cette question. Je crois que la différence, elle est dans la constitution même du territoire. Le territoire des États-Unis s'est constitué sur un génocide et puis après c'est enrichi sur la déportation massive de populations africaines qui ont été exploitées pendant plusieurs siècles. Donc avec cette histoire, il est impossible en fait de nier le caractère fondamentalement raciste du pays, puisque en fait il y avait des Noirs aux États-Unis avant même que les États-Unis soient les États-Unis. Donc cette présence minoritaire, elle est consubstantielle de l'histoire des États-Unis et de la formation même du territoire. Alors que la France a une histoire très très longue avant l'esclavage, avant la colonisation, et puis surtout l'esclavage et la colonisation se sont déroulés loin du territoire hexagonal. Et donc, c'est très facile, en fait, de l'ignorer. C'est-à-dire qu'on a vu les conséquences de la colonisation, de l'esclavage sur le mode de vie des Français, avec l'arrivée du sucre, du café, etc., etc. Donc, des produits qui venaient des colonies. Et les gens s'en rendent même pas compte. Par exemple, je me souviens que j'ai une consoeur journaliste qui me critiquait en disant oui, elle parle du fait que des Blancs auraient bénéficié, enfin que tous les Blancs auraient bénéficié de la colonisation, mais mon grand-père était agriculteur, etc. Je dis mais qu'est-ce que prenait ton grand-père au petit déjeuner ? Est-ce qu'il prenait du café, du thé, du chocolat, du sucre ? Ben voilà. En fait, si. Même s'il ne le savait pas, il n'avait pas besoin d'aller jusque dans les colonies parce que tout ça, ça vient de la colonisation. Et donc les gens ne se rendent pas compte que même dans le quotidien en fait, des Français, il y a eu un impact sur le mode de vie, sur l'accès à certains produits, etc. etc. Mais comme ça n'est pas visible, les Français sont tout à fait en possibilité de l'ignorer et même de le nier. Et ce qui est très très difficile aux États-Unis. Et je pense que ça donne une position, et puis le fait que le pays ait une histoire très importante avant ça, fait que le pays peut s'affirmer en dehors de cette histoire-là. Et d'une certaine manière, revendiquer une existence qui est indépendante de cette histoire, même si elle est complètement constitutive de l'histoire de la République. La République, elle s'est vraiment installée avec l'expansion coloniale. Et elle a réussi à faire cohabiter ses principes avec des pratiques qui n'avaient rien à voir. Donc déjà avec des pratiques qui excluaient les femmes, et puis qui excluaient les personnes minoritaires ne leur octroyant pas des droits pleins et entiers. Et donc je pense que la différence et la conséquence de ça, c'est que c'est très difficile de parler de cette histoire en France. Parce qu'on va toujours nous dire c'est loin, c'était il y a longtemps, c'est fini, etc., etc. Alors qu'en réalité, c'est pas fini. Il suffit d'aller dans les territoires d'outre-mer pour le voir de ses yeux. En fait, on voit cette différence de statut quand on va dans les outre-mer parce que les gens sont plus pauvres, parce qu'ils sont exposés à des formes de violence ou d'abus sur le plan de l'environnement qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs. Mais ça reste très inconnu. Les Français connaissent très mal leur territoire d'outre-mer. Ils ne savent pas du tout que, par exemple, si les gens en Martinique ou en Guadeloupe sont majoritairement noirs, c'est à cause de l'esclavage. Quand on pense à l'esclavage en France, on pense aux États-Unis, on pense aux champs de coton, on pense au blues. Et en France, il n'y avait pas de coton, c'est du sucre. Et notre imaginaire, en fait, personne ne sait à quoi ressemble une canne à sucre. On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de film, justement, très peu. Il y a une littérature qui est très faible, et donc cet imaginaire-là, on a un imaginaire de l'esclavage qui est lié aux États-Unis, mais on n'a pas d'image de l'esclavage français, de la Réunion,
On ne sait pas comment c'était. On ne connaît pas. On ne connaît pas l'histoire de ces populations qui venaient d'Inde, qui sont allées à La Réunion, qui sont allées dans les Antilles françaises, en Guadeloupe, en Martinique. Les gens ne le savent pas, en fait. Et c'est au XIXe siècle, ces populations ont remplacé, en fait, la force du travail des esclaves, des personnes qui étaient réduites à l'esclavage. Si ça te va, on finit encore un tout petit tour comme ça, parce qu'après il y a aussi un petit buffet. Et vous pourrez aussi continuer les discussions. Mais là j'ai vu, on a... qui veut commencer? Allez-y. Excusez-moi, Madame Diallo, question CNews, Pascal Pro, c'est pas pour vous être français. C'est se dire français, quoi, tout simplement. Je pense qu'après, il y a une définition juridique, hein, c'est être titulaire de la citoyenneté, de la nationalité française. Mais en dehors de ça, je pense que c'est extrêmement complexe, quoi. C'est pas seulement une question culturelle, parce qu'il suffit d'être né de parents français, même à l'étranger, sans avoir complètement la culture pour l'être. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où on se définit comme français, on est français. Hein. Excusez-moi, je vous formule la culture française. C'est quoi pour vous? Ah, bah alors la culture française, c'est toutes sortes de choses, hein. C'est très vaste. En fait, c'est aussi bien la langue que... je pense que c'est très... la culture française, en fait, c'est intéressant parce que du coup, si on revient à la question des Outre-mer, est-ce que la culture réunionnaise, c'est la culture française? Est-ce que le créole guadeloupéen et le zouk, c'est la culture française? Est-ce que les populations kalina autochtones de Guyane sont la culture française? Je pense que la culture française, elle est comme on l'a définie. Moi, je pense que ma culture, c'est la culture française, mais qu'elle est influencée par plein de choses qui sont liées à mon histoire et à mes parents, mais qu'on la porte tous à notre manière, quoi, qu'il n'y a pas de définition stricte de la culture française. On a encore 4 questions. On commence, oui, et ensuite, vas-y. J'avais une question concernant... ça m'a fait penser à ça, le fameux débat avec Éric Zemmour. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de... Enfin, la chance. Est-ce que vous avez déjà pu débattre avec Julien Rochdy ou pas? J'avais vu qu'il avait fait une critique assez assidue du féminisme par rapport à la vision du sport, ou des choses comme ça, ou ce que vous en pensez, par exemple. Alors, je vais être très claire. En fait, moi, je débat pas gratuitement. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment. En fait, c'est mon boulot de débattre. Donc, souvent, je le fais dans le cadre de contrats, de travail avec des chaînes, etc. Et donc, c'est vrai que Julien Rochdy, à part s'il est invité sur un plateau où je suis déjà, il n'y a aucune chance que je débatte avec lui parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Et je pense que c'est important aussi quand on est... amené, et je sais que plusieurs fois il m'a sollicité sur Twitter, etc. Mais en fait, j'ai pas le temps. Enfin, vraiment, je n'ai pas le temps de débattre comme ça pour le fun, quoi. Moi, ça m'intéresse quand c'est dans le cadre d'une émission où on a un propos qui est construit, et puis il y a déjà un sujet qui est construit. Mais je pense qu'il faut faire attention quand on débat à ne pas servir le propos de l'adversaire. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus intérêt à ce qu'on débatte que l'inverse. Parce que moi, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Je sais ce qu'il pense, je n'ai pas besoin qu'on confronte nos arguments. Lui, en revanche, il a intérêt à le faire parce que ça va le positionner en fait, par rapport à au courant qu'on m'associerait. Mais après, j'ai déjà discuté, j'ai déjà échangé, débattu avec des personnes qui ont des idées proches, peut-être pas aussi extrêmes que lui, hein. Mais oui, en tout cas, de manière générale, je débat très régulièrement avec des gens qui sont de valeurs actuelles ou de ce genre de ce type de presse, quoi. Ça m'arrive quand même assez régulièrement, mais toujours dans un cadre contractuel. Voilà. Oui, après on finit les questions, sinon il va faire trop tard, mais on en a encore 3. Ok, je reviendrai sur la figure de Mariam. Comment est-ce que les Français ont réagi par rapport aux figures au visuel là, de Alexis Peskin? Je ne sais pas s'il est si connu que ça, en tout cas du grand public, mais je sais que Alexis Peskin est un artiste qui est très très reconnu internationalement et son image circule beaucoup. Ça a été utilisé par Mame Fatou Niang pour la couverture de son livre qui s'appelle Identité française, donc il y a une universitaire qui enseigne à Carnegie Mellon aux États-Unis. Mais il n'y a pas... Ce serait intéressant de voir comment les gens réagiraient si on imposait cette figure dans un espace... Madame, vous avez aussi une question? Je crois que comme il ne s'agit pas d'une question, mais de l'expression d'un sentiment de gratitude envers vous, Rokhaya, et envers vous, Fatma, il faudra mieux finir par là. Ok, on finit. Oui. Merci. Oui, vas-y.
Déjà, merci d'être venue, c'est avec plaisir de vous voir en vrai et sur l'écran. Merci. Mais je voulais savoir, quels sont vos projets en ce moment? Vous travaillez sur quoi? Et est-ce que vous avez des projets futurs, un rêve? Oui, j'ai pas mal de projets, d'engagement que je dois honorer. Là, je travaille sur un ouvrage collectif qui est coordonné par Rose Lamy autour du mouvement MeToo en France, qui s'appellera Moi aussi. Donc, j'écris un texte, mais on est plusieurs à écrire. Il y a pas mal de femmes très brillantes qui écrivent avec nous. Il y a Angèle, il y a Ovidie, je crois. Donc, Rose Lamy, c'est la féministe qui gère le compte Préparez-vous pour la bagarre, que vous devez suivre peut-être sur Instagram et sur Twitter. Donc j'ai ce projet d'ouvrage collectif. On travaille avec Grace Lee, donc ma co-créatrice de podcast que vous avez vu dans la vidéo que je vous ai montrée, donc avec laquelle j'ai créé le podcast Kif Taras, dont est issu un livre qui est là. Merci beaucoup de l'avoir fait venir. On travaille au projet d'un spectacle autour du podcast, donc un spectacle qui sera une tournée sans doute pour 2023. Donc là, il faut qu'on y travaille, voilà. Et sinon, je dois écrire un livre sur le féminisme. Alors, ça fait 3 ans que j'ai signé le contrat, donc il va falloir que je m'y mette un jour. Mais voilà, ça va être sans doute mon prochain écrit. Et voilà, j'ai des projets de documentaires qui sont en cours, dont un sur les relations entre les Juifs et les Noirs aux États-Unis au XXe siècle. Donc voilà, ça c'est en cours. Je pense que c'est le prochain documentaire sur lequel je vais travailler. Donc ça fait pas mal de choses. Mais on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Merci. Rose, c'est toi qui avais une question? Non? C'est Reka? J'ai vu quelqu'un? Non, c'est... alors, non. Alors, on finit avec vous, madame. Alors, j'appartiens à la famille nombreuse des Parisiennes. Je suis blanche, j'ai les cheveux lisses et je suis aussi hétérosexuelle. Je suis arrivée, comme vous le diriez, il y a super longtemps, ici, en 2008. Vous accordiez, vous entreteniez avec Zemmour. Je prenais mes fonctions comme professeure à l'université de Nassau et comme directrice de l'Institut français à côté. Et 10 ans plus tard, j'ai fait preuve d'un grain de folie, puisque j'étais à la recherche d'une assistante scientifique, que plusieurs personnes se sont présentées, que j'ai vu arriver Fatma Pia, parce que c'est son nom, c'est son prénom composé, et elle appartient à une double famille libanaise et italienne. J'ai vu arriver Fatma Pia, enceinte jusque-là, voilée, et que c'est évidemment, enfin pas évidemment, parce que ce serait suspect, l'adverbe même serait suspect, mais c'est elle que j'ai choisie entre toutes les personnes que j'ai auditionnées et qu'on a formé, et je voudrais l'en remercier, un tandem pendant 4 ans qui a permis d'ouvrir les portes de cette ville-là, sauf pendant les 2 ans de pandémie, à un public un peu différent. Je pense au public de janvier 2020, pour entendre Esther Rizzo parler en italien de la migration sicilienne à New York, une tragédie industrielle qui a été à l'origine en fait de la Journée de la femme en 1911. Avec Fatma toujours, on a organisé une visioconférence avec Jelly Yamal, on a invité Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, je les avais invités pour évoquer l'hospitalité en ce lieu, Villa Europa. L'hospitalité est une valeur fondatrice de l'Europe, et on les a réinvités pour le peuple des femmes. Alors, ce sera peut-être ma question, parce qu'il faut que je vous remercie aussi. Est-ce que vous avez eu connaissance de cet ouvrage à 4 mains, donc de Guillaume Leblanc et de Fabienne Brugère, qui prétend balayer tous les féminismes et l'histoire de tous les féminismes de la planète? Est-ce que vous l'avez eu en main? Est-ce que vous l'estimez complet? Écoutez, je n'en ai absolument pas eu connaissance, mais je vais me renseigner dès demain, dès mon retour. Ça m'intéresse beaucoup de l'explorer parce que il m'avait complètement échappé. Quand est-ce qu'il est paru? Janvier 2022, n'est-ce pas? D'accord, c'était vraiment en mars. D'accord. Ils ont fait un tour du monde, Super. en fait, des féminismes. Ils sont vraiment allés sur tous les continents. Hein. D'accord. Et ils ont, en fait, ils étaient sur place. D'accord. Mais c'est super intéressant. Ouais, non, j'en avais pas eu connaissance, donc je vais
Je vais regarder ça avec attention, ça a l'air très intéressant. Merci. Alors je tourne juste mon regard vers la droite et je me dis, il y a peut-être un rapport aussi entre ce féminisme-là et puis une façon de vivre au monde de manière plus conviviale. Et je ne sais pas, et vous m'excuserez de m'amener comme ça les références, mais je ne sais pas si vous connaissez Glenn Albrecht, qui a écrit un livre sur les émotions de la Terre. Et j'avais eu envie de vous lire ce soir juste un petit extrait, puisque il opère un tuilage entre l'antiracisme et une nouvelle ère qui nous permettrait de sortir de l'anthropocène, qui l'appelle le symbiocène, qui serait au fond un art du vivre ensemble, entre femmes, entre hommes, entre humains et végétaux et animaux, etc. Donc, Glenn Albrecht, Les émotions de la Terre, des nouveaux mots pour un nouveau monde. Je vous en conseille très vivement la lecture. Une autre sombre question a affecté mon enfance idéale. Comme j'étais très noire de peau, j'ai essuyé de nombreuses insultes racistes à l'école et dans les équipes de sport et de compétition. Mon surnom à l'école était Noiro et mon petit frère, même s'il avait la peau plus claire, Petit Noiro. On me traitait aussi de nègre, d'abo et de bonk, un terme insultant employé par certains Australiens blancs pour qualifier les aborigènes considérés comme inférieurs. Ma retraite auprès des oiseaux et mon immersion dans le monde sauvage étaient à la réflexion une façon d'éviter un monde humain où mon apparence déterminait la façon dont j'étais très négativement perçue. J'éprouvais également une grande empathie pour le peuple aborigène de l'Australie occidentale, compatissant au traitement injuste et raciste qu'il subissait. J'étais un enfant à la peau sombre dans une Australie blanche et cette impression d'être différent ne m'a jamais quitté. Cela explique mon intérêt durable pour la vision du monde aborigène et une indépendance d'esprit, refusant d'accepter les privilèges pour les Blancs et leur supériorité supposée. J'ai une certaine tendance anarchiste, si l'anarchie signifie un ordre sans un chef, entre parenthèses blanc. C'est très beau. Merci beaucoup pour cette lecture. On peut vous applaudir, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rokhaya, d'avoir été là. Merci à toutes et à tous. Et voilà, j'étais vraiment très, très honorée. Et alors, pour clôturer, de ce côté, vous aurez un petit buffet libanais. On va dire presque que végétarien. Et de ce côté, vous pouvez faire l'achat de quelques livres de Rokhaya. Je voulais aussi juste attirer votre attention sur deux choses. Une chose, c'est vraiment très très pratique. Il faut mettre le nom et signer une liste. C'est pour le buffet, c'est pour l'administration de la fac. Et il y a aussi une petite tirelire. Voilà, pour faire un petit tips à toutes les étudiantes qui m'ont aidée aujourd'hui. Franchement, elles ont fait ça volontairement parce qu'elles étaient vraiment très très contentes de votre arrivée. Et donc, je voulais vraiment remercier Tatiana, Laure, en plus elles sont à l'intérieur, Tatiana, Laure, Marie, Anne-Christine, Anna, et j'espère n'avoir oublié personne. J'espère. Et merci à Fatma Pia pour l'organisation de cette rencontre. Vraiment, merci d'avoir fait un